Bien, bon après-midi tout le monde, bienvenue, merci d'être là. Alors, nous sommes à mi-parcours, comme vous avez vu. Ceci est la session numéro 7 sur les 11. Les deux sessions 6, 7 et 8 vont aller ensemble et nous allons faire un mouvement dans le temps. Nous restons toujours dans notre idée générale que nous sommes dans une période de ce que l'on pourrait appeler un Bandung épistémologique. Le Bandung, c'est la conférence évidemment qui symbolise les décolonisations, et le Bandung épistémologique, c'est le fait qu'en effet, nous sommes dans un autre moment philosophique où la question de l'universel se pose différemment. Simplement là, nous arrivons à une période, donc nous avons regardé ça autour de la guerre jusqu'à présent, Simone Weil, Senghor, Césaire, tout cela tournait autour de la Seconde Guerre mondiale et était relativement proche de la conférence de Bandung. Là maintenant, dans une deuxième phase qui va concerner la discussion d'aujourd'hui, la discussion de mardi prochain et les deux discussions finales, nous allons être dans une période un peu plus contemporaine avec des questions peut-être plus actuelles avec le même questionnement de l'universel. C'est pour cela que les sessions 7 et 8 vont être consacrées au racisme, la question de la race, la création de la race, l'antiracisme, la question de l'universel. Et nous allons en particulier regarder aujourd'hui et la fois prochaine ce que l'on a. La question autour de laquelle nous allons graviter ces deux sessions, c'est la question de ce que l'on appelle le racisme systémique. Vous savez que c'est une question qui est très disputée, qui est disputée d'une manière très grand public, réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas l'espace le mieux indiqué pour discuter des choses de manière sobre, argumentée et calme. Et donc c'est ce que nous allons essayer de faire, c'est regarder un petit peu ce qu'il en est de la généalogie de cette fameuse critical race theory qui est si politisée aujourd'hui. Et donc nos lectures et nos discussions de cette fois-ci et de la fois prochaine tourneront autour de deux ouvrages. Le contrat racial, je viens de vous en parler, du philosophe américain, jamaïco-américain Charles Mills, qui a été publié en 1997 et qui, comme je viens de vous le dire, a été traduit très récemment puisque la date de sortie ici en France, arrête-moi si je me trompe Rodney, c'est maintenant, c'est ce mois de mars, le 3 mars dernier. Donc, Contrat racial de Charles Mills. Et puis l'autre ouvrage autour duquel nous allons également organiser ces discussions, c'est un ouvrage qui s'intitule Afro-Pessimism de Frank Wilderson III, Frank Wilderson III, qui est lui paru en 2020. Alors, et donc les deux textes partagent, la raison pour laquelle je les ai regroupés, les deux textes partagent cette même prémisse que le racisme, et en particulier le racisme anti-noir, est une dimension constitutive de notre modernité. On ne peut pas dire de manière plus éloquente que le racisme est systémique. À ce moment-là, il n'est même plus systémique, il est carrément cosmique. Il est pratiquement inscrit dans notre modernité, non pas comme quelque chose qui arrive à cette modernité, mais, comme disent ces deux ouvrages, quelque chose qui est dans la constitution même de cette modernité. C'est la thèse que nous allons disputer même, pendant ces deux sessions, et il était bon de le faire avec des ouvrages qui précisément se prêtent à une discussion et à une argumentation, parce que sinon on se jette à la figure va donc et woke et va donc et anti-woke, ça ne sert pas à grand chose. En revanche, avoir un ouvrage analytique, démonstratif, comme le contrat racial, peut permettre de discuter de manière argumentée, y compris quand vous n'êtes absolument pas d'accord avec la prémisse, ou d'accord en partie, mais pas totalement, etc., qu'il y a cette figure, ce trait, cette caractéristique de notre modernité d'être constituée par le racisme.
Et le lien entre les deux, afro-pessimisme, Wilderson sera, vous le verrez, une accentuation. Il ira encore plus loin que Charles Mills dans cette idée d'une modernité constituée par l'exclusion, et en particulier l'exclusion des Noirs, puisque Charles Mills, ça va être une des thèses que je vais vous présenter pour discussion. Charles Mills, qui est un marxiste, voit une issue à cela dans une forme de révolution, alors qu'afro-pessimisme, comme son nom l'indique, ne voit aucune autre issue que la fin du monde. Voilà pourquoi je vous ai proposé le plan très simple suivant que nous allons suivre. Premièrement, nous allons regarder aujourd'hui le contrat social, le contrat racial. Ça, c'est un lapsus que je vais faire tout le temps, que je fais tout le temps. Je n'ai pas l'habitude du contrat racial, en revanche le contrat social, mais relativement familier. Alors, première partie, le contrat social. Alors, je me suis amusé. Pourquoi je l'ai appelé le contrat social Just for Us? Parce que dans ce livre, Charles Mills cite un proverbe presque. C'est une expression qu'on trouve si souvent qu'elle est passée en proverbe parmi les Africains-Américains ou les Afro-Américains, comme on dit en France, qui est « When they say justice, they mean just for us. Just us, no, just us. » Oh, I'm sorry, j'aurais dû enlever mon for, voyez. Le jeu de mots, je l'ai complètement raté. Parce que j'ai construit une vraie phrase. Au lieu de la laisser comme just us, when they say justice, they mean just us. C'est ça le jeu de mots. Lorsqu'ils disent justice, ce qu'ils veulent dire, c'est juste nous. Mais c'est un intraduisible, comme dirait Barbara Cassin, en français. Il faudrait trouver un moyen de... Si vous trouvez une manière de traduire ce jeu de mots rapidement là en français, vous aurez votre certificat validé sans autre forme de procès. Vous n'aurez même pas besoin de venir passer un oral dans mon bureau lorsque ce sera le joli mai. Et donc, voilà, voilà la raison de ce titre pour... supprimer le for, faites semblant de ne plus le voir, et ensuite pour afro-pessimisme, comme je vous l'ai indiqué, le pessimisme est tel que la seule issue, c'est la fin du monde. Voilà, donc de manière très générale, ce que nous allons lire et discuter cette fois-ci et mardi prochain. Cette fois-ci brièvement, mardi prochain plus longuement. Premièrement donc le contrat racial. Le récit que fait Charles Mills lui-même à propos du contrat racial est le suivant. Il indique qu'il était étudiant venu de sa Jamaïque natale au Canada, après avoir fait des études de physique à l'université West Indies Universities. Il est allé ensuite au Canada, à l'université de Toronto, où il est passé de la physique à la philosophie et il s'est inscrit en thèse. Ceci était au début des années 70, durant les années 70. Et le grand événement en philosophie politique, au début des années 70, c'était bien entendu la publication par John Rawls de A Theory of Justice, un livre considérable également dans ses effets, qui a été tout de suite considéré comme un véritable turning point, un véritable séisme même en philosophie politique. Et, dit-il, il est donc aux premières loges à l'Université de Toronto pour voir arriver tout ce qui était discussion autour du livre de John Rawls. Il était lui-même déjà très engagé politique, il était marxiste. Il allait faire une thèse sur la notion d'idéologie chez Marx et Engels. On ne peut pas être plus engagé que cela
sur le plan théorique, il l'était également sur le plan pratique, et il se battait en particulier aussi pour la notion de justice raciale. Et donc, Charles Mills explique qu'au moment où la discussion en philosophie politique tournait entièrement autour du livre de John Rawls, A Theory of Justice, il ne comprenait pas, lui qui était engagé dans la lutte pour la justice raciale, qu'il ne soit pas question de justice raciale dans un livre consacré à la théorie de la justice. Voilà un peu, très rapidement résumé, comment Charles Mills explique qu'il a eu envie d'écrire à ce moment-là, dans la continuité de la tradition de philosophie autour du contrat social, une réflexion lui aussi sur le contrat social, qui va devenir chez lui un contrat racial. Et évidemment, 1971, si on regarde simplement les dates, 1971, quand John Rawls publie A Theory of Justice, ça faisait 3 ans que Martin Luther King avait été assassiné. Les droits civiques, toute la discussion autour des droits civiques depuis 1964 était toujours sur le terrain. 1965, c'était la marche de Selma, etc., etc. Évidemment, l'atmosphère dans les campus bruissait de toutes ces questions de théorie de justice raciale, etc. Et donc, dit Charles Mills, cette distorsion totale, cette absence de considération de la question de la justice raciale dans A Theory of Justice lui avait semblé quelque chose de scandaleux. Et voilà. Cela dit, une fois que l'on a dit cela, il faut se demander pourquoi, parce que John Rawls lui-même, évidemment, vivait cette atmosphère-là. Pourquoi, que signifie exactement le reproche qui lui est ainsi adressé, et comment est-ce que lui, ou un philosophe travaillant à partir de la théorie de la justice de John Rawls, répondrait à un argument comme celui-ci. Si je me mets à la place de John Rawls, ou d'un disciple de John Rawls, essayant de répondre à Charles Mills, je dirais la chose suivante, eh bien, et c'est la phrase que John Rawls lui-même prononce quand il écrit dans son livre, que la justice comme équité, parce que c'est ça, c'est ce qu'il appelle la justice, pour lui, c'est la justice comme équité, justice as fairness. La justice comme équité est l'objet de mon livre, c'est-à-dire une théorie de la justice qui généralise et porte à un degré supérieur d'abstraction la conception traditionnelle du contrat social. Donc, une théorie qui généralise et porte à un degré supérieur d'abstraction la conception traditionnelle du contrat social. Généraliser et porter à un degré supérieur d'abstraction serait la réponse qu'un Rawlsien ferait à l'objection qu'il n'a pas parlé du tout de justice raciale à une époque qui bruissait des exigences de justice raciale. Et le Rawlsien en question pourrait d'ailleurs dire, si on remonte aux origines de la philosophie du contrat social, si on remonte en tout cas jusqu'à Rousseau, les origines, on pourrait peut-être dire Hobbes, mais jusqu'à Rousseau, on pourrait rappeler le début du texte de Rousseau, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, célèbre propos de Rousseau qui dit, je vous le rappelle, « Commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclaircir la nature des choses qu'à montrer leur véritable origine, et semblables à ce que font tous les jours nos physiciens sur la formation du monde. » Ça veut dire donc que cette phrase de John Rawls à propos de la généralisation et de l'abstraction auquel il procède fait parfaitement écho aux propos de Rousseau disant
Je vais vous parler du contrat social. Je vais donc vous dire comment les humains sont passés de l'état de nature à l'état de société civile. Mais ne prenez pas ceci pour des faits historiques. Il n'y a peut-être pas eu, il n'y a pas eu d'humains qui se soient réunis à un moment donné dans une clairière au milieu de la forêt pour faire un pow-wow et dire fumons ensemble le calumet de la paix et désormais, au lieu de nous taper dessus, nous allons construire une société. Simplement, c'est une fiction, une expérience de pensée, une fiction qui permet de comprendre la société civile en supposant une absence de société civile, de la même manière qu'on va essayer de comprendre les langues en supposant l'absence de langue. Ou le sens, dans la traduction radicale de Quine, en supposant l'absence de traduction et d'intercompréhension, etc. Donc, il s'agit bien, au fondement même de la philosophie du contrat social, se trouve l'idée qu'on parle du contrat social comme d'une fiction philosophique, c'est-à-dire d'une construction, avec des hypothèses, des conditionnels. Et de ce point de vue-là, Rawls, en renouvelant la tradition philosophique du contrat social, n'aura fait que mettre ses pas dans les pas de ses prédécesseurs. À chaque fois, encore une fois, il s'agit de se donner une construction purement abstraite, purement théorique, un niveau de généralité pour essayer de comprendre ce qu'il en est des sociétés et des principes de justice dans les sociétés réelles, les sociétés effectives. Donc, à ce moment-là, on aurait une explication d'un Rawlsien disant « mais je sais bien que la justice suppose aussi justice raciale, etc., etc. Mais là, je suis en train de construire ma machine, mon appareillage analytique, alors, à condition, là aussi, ce qui pourrait être rétorqué au Rawlsien en question, c'est-à-dire il faut quand même pouvoir revenir à des sociétés réelles, à des sociétés existantes, et rendre raison, rendre compte de ces sociétés-là. Revenir, si vous voulez, pour prendre une phrase traditionnelle en philosophie, revenir pour sauver les phénomènes. Quand Rousseau ici dit que c'est ce que font les physiciens, par exemple, les physiciens, l'astronome va construire des hypothèses, va construire de grands cercles magnifiques pour expliquer la ronde des planètes, et puis ensuite se rendre compte que les choses ne marchent pas de cette manière, et il va trouver le moyen de faire en sorte que l'appareillage abstrait théorique corresponde à la réalité pour l'interpréter, et peut-être bien dire comment la transformer, cette réalité. Donc ce serait ça aussi, ça pourrait être une autre forme d'exigence que Charles Mills adresserait à la construction analytique de Rawls. Enfin, bref, voilà présenté rapidement, si vous voulez, le propos de Charles Mills lui-même, disant les raisons qui l'ont conduit à réfléchir au contrat social selon des termes nouveaux et des termes qui répondent un peu à la construction de Rawls. Je vous rappelle rapidement d'ailleurs pour ce qui est de cette construction de Rawls, parce que si vous lisez le contrat racial, Charles Mills y fait allusion. La construction, je simplifie un peu, elle est célèbre, vous la connaissez certainement. Rawls dit, je suis encore plus général et abstrait que les auteurs traditionnels du contrat social, parce que plutôt que de supposer un état de nature que je vais décrire comme une horreur qui va être suivie par une société civile, je prends simplement la situation suivante, une situation initiale où les futurs contractants sont tous des hommes libres, égaux et rationnels. Ils sont totalement égaux dans cette situation initiale, ça veut dire qu'ils ont à peu près le même niveau de rationalité, le même niveau d'intelligence, il n'y a pas encore d'inégalité, on suppose ces atomes rationnels, et ils vont décider de la société la mieux ordonnée qui soit, et ils vont en décider, dit Rawls, comme vous le savez, derrière un voile d'ignorance. Ça veut dire qu'ils ne voient pas les autres, ils ne voient pas la société, ils ne voient rien, et ils ne se voient même pas eux-mêmes. En d'autres termes, ils ne savent pas quelle est leur condition,
ou la condition qu'ils vont avoir, la livrée qu'ils vont revêtir, et ils ne savent rien. Simplement, ils sont tous égaux derrière ce voile d'ignorance, et il faut qu'ils se donnent des principes, lesquels principes vont pouvoir maximiser leur bien-être, leur jouissance des bienfaits de la société. On ne sait donc pas, au moment où on va décider d'un principe, si on sera parmi les mieux lotis dans la société à venir, ou si on sera parmi les plus défavorisés. Et il faut donc décider sur des principes à partir d'une situation comme celle-là. Et Rawls dit, 2 principes sortiront de cette rencontre d'esprits voilés mais rationnels et égaux. Un premier principe qui est un principe d'égalité tout simple, nous allons tous jouir des mêmes libertés, il est bien évident que nous aurons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, jouissons en ayant l'accès aux mêmes libertés, ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, on admet qu'il va y avoir des inégalités. L'idée étant qu'une société sans inégalité, ça n'existe pas. Mais simplement, ces inégalités seront acceptables. On va décider que ces inégalités seront acceptables à la condition, dit Rawls, que premièrement, l'accès aux différentes charges et fonctions et situations dans cette société qui feront qu'il y a inégalité, que cet accès soit égal pour tous, que tout le monde ait les mêmes chances d'accéder à ces fonctions, à ces charges, à ces positions, dans le cas où on ne peut pas ne pas avoir d'inégalité. Première condition. Et deuxième condition, ajoute Rawls, une condition fameuse de son système, que ces inégalités ne soient acceptées que si elles favorisent aussi les moins nantis, si elles favorisent tout le monde et en particulier les moins nantis. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme explication, exemple. Mettons qu'on décide, une société peut décider par exemple de donner des salaires 1000 fois plus considérables que tous les autres salaires à tous les professeurs de philosophie, par exemple. Lesquels professeurs de philosophie, évidemment, vont répandre les lumières dans la société, faire en sorte que même les plus défavorisés accèdent à ces lumières, accèdent à une intelligence pleine et entière, des grands principes qui régissent notre monde, etc. Tout le monde va en profiter. Donc à ce moment-là, il peut être acceptable de faire pencher la balance des salaires en direction de ces philosophes-là. Voilà, sur un exemple qu'on trouvait visiblement ce que peut signifier ce second principe de Rawls. Voilà donc l'appareillage auquel Charles Mills a affaire lorsqu'il écrit le contrat racial et lorsqu'il pose à la philosophie politique en général, à cette époque-là fortement dominée par la philosophie de Rawls, la question de savoir si on peut, par souci d'abstraction, s'abstraire de la question de la justice raciale qui se posait avec grande urgence à son époque. Et il va répondre à cette question de la possibilité de s'en abstraire. Il va répondre qu'on fausse toute possibilité de se donner une théorie de la justice qui parle véritablement aux sociétés existantes si on ne voit pas, c'est la thèse de départ pour lui, que la fiction politique, donc le fait d'envisager des hypothèses, repose sur une autre fiction fondamentale, la fiction selon laquelle les contractants, dont on dit qu'ils sont tous égaux en toute chose, sont non genrés, comme on dit aujourd'hui, et non racisés. Donc le propos de Charles Mills, c'est de dire on a beau travailler à partir d'une abstraction, on ne peut pas faire abstraction de cela, puisque, estime-t-il, il y a un contrat d'avant le contrat,
celui qui donne sa configuration à un système de domination européenne, de l'Europe et de l'Europe blanche. Un système qui, dit-il, va créer des blancs et des non-blancs, des personnes et des sous-personnes, et ce contrat racial, dit Charles Mills, est en vérité la vérité du contrat social. De ce point de vue-là, Kant, par exemple, lorsqu'il a les lignes sublimes qu'il a dans les fondements de la métaphysique des mœurs sur le fait de traiter l'humanité en soi-même toujours et en même temps comme une fin et jamais comme un moyen, où il exalte la personne humaine porteuse de la loi morale qui, comme le ciel étoilé au-dessus de nos têtes, etc., et qu'il écrit par ailleurs, il n'écrit pas, il donne un cours sur sa géographie ou l'anthropologie, où il dit pique-pendre des autres humains, en particulier des Africains qu'il considère effectivement quasiment comme des sous-hommes. Ce n'est pas qu'il a oublié ce qu'il a dit, ce n'est pas non plus qu'il se contredit, c'est tout simplement que il les a de toute façon exclus de la notion de personne. Et que cette exclusion, c'est pas simplement, donc, c'est une thèse relativement banale, ce n'est pas exactement la thèse du contrat racial de dire que d'autres, les races considérées comme non pleinement humaines étaient exclues. Ça, c'est banal. C'est de dire que l'exclusion elle-même était la condition de propos sur l'humain en général, porteur de la loi morale qui brille au fond de son âme comme le ciel étoilé brille au-dessus de sa tête. Voilà donc le cadre général du propos de Charles Mills, et le mieux c'est de vous lire ce qu'il écrit dans sa préface la plus récente. Les nations libérales occidentales et ces pays auxquels elles ont imposé leur libéralisme, que Rawls nous exhorte à voir comme une tentative de coopération en vue de l'avantage mutuel, étaient des États suprémacistes blancs. Le racisme n'était pas une anomalie, mais une partie constituante de leur structure de base, pour citer Rawls, en tant que puissance coloniale et impériale, colonie d'exploitation, société d'esclavage racial et colonie blanche de peuplement. Cependant, puisque la suprématie blanche n'est pas reconnue, un évitement descriptif, conceptuel, la justice raciale est marginalisée sur le plan thématique, un évitement normatif prescriptif. Le résultat, la théorie de la justice sociale libérale occidentale blanche du dernier demi-siècle. Je soutiens donc que la métaphore du contrat social, telle qu'elle est déployée habituellement dans la théorie politique occidentale, ravivée par Rawls dans les années 1970, est loin d'être un dispositif qui permet de représenter en toute neutralité ces réalités. Il est au contraire tendancieux et profondément biaisé sur le plan théorique. Nous devons plutôt travailler avec la métaphore concurrente et plus utile d'un contrat de domination, que ce soit pour la race, comme dans le contrat racial, ou dans d'autres contextes. Nous serons dès lors en mesure d'entamer le dialogue avec les branches les plus influentes du discours libéral, tout en donnant une voix aux personnes de couleur, victimes de la domination raciale occidentale et de l'injustice raciale qui en résulte. La question de la justice sociale devient alors principalement une question de justice corrective, donc à la différence du propos de Rawls, qui est plutôt une justice distributive, puisque dans la situation initiale, idéale, il s'agit de distribuer les bienfaits de la société future. Et là, il s'agit de corriger. Comment démanteler la structure de base racialisée créée par le contrat racial? Au lieu d'être cloisonnés dans un monde conceptuel distinct, les tests politiques des personnes de couleur, enracinés dans leur longue histoire de lutte anti-impérialiste, anticoloniale, abolitionniste, anti-apartheid et antiraciste, sont intégrés dans un espace discursif qui aborde les mêmes problèmes que la théorie dominante, mais en suivant des lignes d'investigation racialement motivées, plutôt que racialement évasives. Racialement évasives, disons, quant à la race, à propos de la race. Ce qui me permet de souligner d'ailleurs, nous le ferons tout à l'heure en présentant le livre,
que le traducteur de ce texte est un Sénégalais qui s'appelle Ali Ndiaye, mais qui est mieux connu sous son nom de rappeur, puisqu'il s'agit de Webster. Moi qui ai le cheveu gris, je ne savais pas qui était Webster, mais j'ai été heureux de le découvrir comme traducteur du contrat racial. Je vais essayer aussi de le découvrir comme rappeur. Je demanderai conseil à ma fille. Il souligne dans une note qui est importante aussi, et cela aussi fait partie du contexte, qu'en fait, il n'est pas le premier à avoir interrogé le contrat social en disant que le contrat social présuppose un premier contrat implicite et tacite, puisque en quelques années auparavant, 1988, je crois, Carol Patman avait écrit le contrat sexuel, qui a été traduit à Paris en 2010. Celui-ci a été traduit assez rapidement et le principe est le même. Carol Patman aussi estimait que le contrat social, la doctrine, le contractualisme, la philosophie du contrat social, était elle-même fondée sur une première exclusion, qui était l'exclusion des femmes. Alors, je continue ma lecture. L'édition anniversaire de ce livre, donc c'est Charles Mills qui parle dans la préface, l'édition anniversaire de ce livre est l'occasion de regarder vers l'avenir aussi bien que vers le passé. Au moment d'écrire cette préface, une nouvelle génération de philosophes et de théoriciens politiques examine les enjeux liés à l'injustice raciale structurelle à l'échelle mondiale. Un monde post-Floyd ne peut, espérons-le, revenir à l'indifférence politique du passé en matière de race. J'espère également que le contrat racial continuera à servir de repère important dans l'avancement de ce projet. Bien qu'il existe des raisons d'être optimiste, de vives réactions envers la théorie et la philosophie critique de la race surgissent. Elles surgissent d'ailleurs fortement ici en France, avec le nécessaire décalage de 10 ans toujours pour passer l'Atlantique. Des forces politiques puissantes dans diverses nations occidentales, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France entre autres, considèrent de telles analyses comme étant subversives et une menace pour l'ordre établi. Bien sûr, considérant que cet ordre est fondé sur la domination raciale blanche, ces forces politiques ont, dans un sens, tout à fait raison. Leur opposition confirme la validité du diagnostic du contrat racial, à savoir que le libéralisme était et demeure racialisé, fondé sur l'exclusion, et qu'il y aura de la résistance à l'inclusion substantielle des personnes de couleur. C'est seulement en reconnaissant et en confrontant cette réalité que le contrat racial pourra être défait. La lutte pour la justice raciale continue, mais il en va de même pour la lutte s'y opposant. Alors, j'attire votre attention sur le changement parce que rétroprojeter en quelque sorte le monde post-Floyd sur le moment où il a écrit le contrat racial est un point que l'on peut soulever et discuter. Parce qu'en fait, est-ce que cela va avoir effet d'évidence, de preuve, cette rétroprotection a posteriori? Parce que c'est vrai que mais l'intérêt de cette projection, et en particulier le cas de George Floyd, est intéressant parce que le secteur dans lequel est le plus lisible ce racisme systémique, qui est considéré ici un objet philosophique dans le contrat racial, c'est probablement le système de la justice précisément, à la fois la police et le système judiciaire. Et donc réfléchir à la notion de contrat racial à partir de cette composante de notre société qui est le système de la justice est quelque chose de nouveau dans la présentation que Charles Mills fait de son propre projet et de son propre texte. Ce n'est plus simplement l'ignorance où s'était trouvé John Rawls des luttes pour la justice raciale, enfin, ignorance supposée, mais également une attention
particulière sur le monde de la justice, depuis la police jusqu'aux juges, jusqu'aux cours, les différentes cours de justice, comme étant le lieu par excellence de ce racisme systémique. C'est vrai que aux États-Unis, les Africains-Américains vous disent qu'à un moment donné, un père de famille dans une famille africaine-américaine doit faire venir surtout son fils. Les filles, de ce point de vue-là, sont peut-être moins exposées, pour essayer de lui expliquer que si un policier commence à lui parler, surtout qu'il ne mette pas la main à sa poche, qu'il ne cherche pas ses papiers, qu'il ne bouge pas, qu'il ne fasse pas ceci ou cela, etc. Bon, bref. Ou alors l'idée qu'en définitive, pour les mêmes délits, on a de plus fortes chances de passer X temps en prison, d'être condamné et d'être jeté en prison, que quelqu'un qui ne serait pas, qui ne porterait pas des hoodies en ayant ce balancement de basketteur en marchant dans les rues. Et donc, voilà, un domaine dans lequel il est plus, et c'est ce domaine-là que dans sa préface, qui est maintenant une préface plus récente, Charles indique comme étant important pour son propre propos dans son livre. Alors, maintenant, passer à un deuxième texte, où justement il parle de cette notion d'un partage du monde entre des personnes et des non-personnes comme étant le fondement de ce contrat racial. Nous comprenons, dit-il, tous l'idée d'un contrat, un accord passé entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire quelque chose. Le contrat social ne fait que prolonger cette idée. Si nous pensons aux êtres humains comme émergeant d'un état de nature, le contrat social suggère qu'ils décident alors d'établir une société civile et un gouvernement. Nous avons donc une théorie où le gouvernement est fondé sur le consentement populaire d'individus considérés comme égaux. Toutefois, le contrat particulier auquel je fais référence, bien qu'il soit basé sur la tradition du contrat social au centre de la théorie politique occidentale, n'est pas un contrat entre tout le monde, nous, le peuple, c'est le début de la Constitution américaine, we the people, mais seulement entre les personnes qui comptent, les gens qui sont considérés comme des personnes, nous, le peuple blanc. C'est la même chose que justice is just us. Il s'agit donc d'un contrat racial. Alors, cette ignorance, ce fondement des choses sur une division préalable du monde humain entre personnes et non-personnes est le cœur même de la réflexion et de la démonstration de Charles Mills ici. Je ne voulais pas vous surcharger de texte, mais à la page 99 de son ouvrage, c'est là qu'il revient le plus de manière affirmée sur cette division. Un sous-chapitre intitulé « Le contrat racial norme et racise l'individu, établissant le statut de personne et de sous-personne ». Alors je vous lis le texte, vous ne l'avez pas celui-ci. Dans ce cas-ci, le précurseur intellectuel lointain est bien sûr Aristote, qui dans Politique parle du besoin de distinguer les esclaves naturels de ceux dont l'asservissement est purement fortuit, le résultat par exemple d'avoir été capturés au combat. Cependant, en écrivant à l'époque de l'esclavage non racial de l'Antiquité, Aristote faisait face à un problème d'identification pour désigner ces infortunés. Le contrat racial cherche essentiellement à remédier à cette lacune, établissant une ligne de démarcation somatique relativement claire entre possesseurs d'âmes serviles et non serviles. Comme mentionné plus haut, la vieille distinction entre Européens et non-Européens est essentiellement théologique, développée en grande partie dans des guerres à l'Est et au Sud contre l'islam, païen, noir, à la fois antichrist et anti-Europe. Pour le projet politico-économique de conquête, d'expropriation et de colonisation, cette catégorisation a l'inconvénient d'être contingente. Les gens peuvent toujours se convertir, et si le régime de droit est fondé sur la religion, il devient alors au moins un problème prima facie, mais pas insurmontable, de traiter des coreligionnaires chrétiens de la manière dont on
traitent les païens. Dans la cité de Dieu, comme l'explique Hayden White à propos de saint Augustin, même les plus monstrueux des hommes étaient tout de même des hommes, récupérables par principe, potentiellement capables d'être sauvés par la grâce chrétienne. Par contraste, la nouvelle catégorie séculière de la race, qui s'est progressivement cristallisée sur un peu plus d'un siècle, avait la vertu d'être permanente tout au long de la vie d'un individu, quel qu'il soit. En s'inspirant de l'héritage médiéval de l'homme sauvage et en lui donnant une couleur, le contrat racial établit un somatotype particulier comme la norme par rapport à laquelle toute déviation disqualifie l'individu du statut de personne à part entière et de la pleine appartenance à la communauté politique. Bref, vous voyez le raisonnement ici. Et l'idée que la race elle-même a été fabriquée, ce n'est pas simplement que le contrat racial a exclu des gens du fait de leur race, cette exclusion elle-même a fabriqué la race. Et ce qu'il rappelle ici, c'est que nous sommes au moment où qu'il est en train de considérer, au fond, nous sommes encore en pleine période d'esclavage. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est de rappeler que l'esclavage n'a pas toujours été un esclavage racialisé. Le moment où il y a eu identification entre esclaves et noirs est un moment postérieur, évidemment de très très loin, à l'établissement de l'esclavage. Et donc la construction de l'esclavage comme étant, comme s'adressant, comme concernant des Noirs est une construction récente, et cette construction est concomitante pour lui, elle va de pair, elle est l'autre face de la même médaille qui est l'établissement du contrat racial. Donc le contrat racial crée la race en même temps. Et ce qu'il rappelle, c'est que, évidemment, vous avez la notion d'un esclavage naturel que vous trouvez chez Aristote. Chez Aristote, vous trouvez les deux d'ailleurs. Il y a à la fois l'idée que l'esclave est un esclave contingent, accidentel, qui a été capturé à la guerre. Donc un prisonnier de guerre, et vous transformez votre captif en esclave. Mais par ailleurs, il a aussi une doctrine de l'esclave qui est naturellement esclave. Et d'ailleurs, ça se voit à sa posture. Au lieu d'avoir comme ça la poitrine bombée et de marcher comme Michael Jordan, il va plutôt avoir la tête courbée, penchée, regarder vers le sol, parce qu'au fond, il appartient à cette animalité-là et il est en train d'essayer de l'imiter. Bref, c'est la typologie qu'établit Aristote, c'est la typologie des humains, qui sont quand même des humains, qui en ont la forme en tout cas, selon qu'ils ont la faculté délibérative qui définit l'humain. Chez le mâle accompli, cette faculté délibérative est parfaitement, est tout à fait là, et il en fait bon usage. Chez la femme, cette faculté délibérative est potentiellement là, mais elle n'en fait aucun usage. Alors chez l'enfant, il en fera usage. Là, on peut dire que c'est potentiellement là, mais il en fera usage. Et puis chez l'esclave, en revanche, cette faculté est absente. Et donc, on peut dire qu'il y a les deux formes. Encore que, je parle sous le contrôle de tous les hellénistes et spécialistes de la Grèce antique qui sont ici, encore que les Grecs s'interdisaient, me semble-t-il, de réduire en esclavage d'autres Grecs. On imagine très mal les Athéniens réduisant en esclavage des Spartiates après les avoir vaincus. Il y avait quand même l'idée que quand on parlait grec, qu'on était donc grec et qu'on parlait grec, on était dépositaire du logos, et par conséquent, il valait mieux réduire en esclavage les barbares. Mais enfin, le critère n'était pas un critère somatique du tout, et donc les esclaves pouvaient être de n'importe quelle couleur. Il rappelle également l'esclavage des païens,
mais les païens aussi, ça n'était pas une catégorie stable, puisqu'un païen pouvait se convertir. Et d'ailleurs, dans l'autre sens, les musulmans ne se privaient pas non plus de réduire en esclavage des Européens qu'ils capturaient dans les actes de piratage et qui pouvaient être de grands blonds aux yeux bleus. Donc la racialisation de l'esclavage intervient plus tard, et c'est ce que rappelle Mills ici, en disant que cette racialisation et cette identification noir-esclave intervient à ce moment-là et est constitutif du contrat racial. Et c'est donc ainsi que se constitue, dit-il, et je vous lis cette partie-là, le contrat racial est explicitement fondé sur une politique du corps, lequel est lié au corps politique par des restrictions déterminant quel corps est politique. Il existe des corps impolitiques dont les propriétaires sont perçus comme incapables de former un corps politique ou d'y entrer pleinement. C'est donc là ce qu'il indique comme étant la fabrication des sous-personnes qui peut permettre en effet d'avoir d'une main les fondements de la métaphysique des mœurs ou la critique de la raison pratique, et de l'autre ou la géographie sans contradiction, ou bien de déclarer tous les hommes naissent libres et égaux en droit, etc., et en même temps de maintenir l'esclavage aux Antilles après l'avoir aboli un temps. L'idée de contradiction n'existe pas, puisqu'il y a d'abord un grand partage, ce qu'on a appelé dans plusieurs sessions maintenant le grand partage, entre de toute façon les corps impolitiques, pour reprendre le vocabulaire de Charles Mills, et les corps politiques ou qui peuvent entrer dans la société civile. Donc le contrat social, qu'il soit dans sa version originale ou contemporaine, constitue un ensemble de lentilles puissantes pour observer la société et le gouvernement. Cependant, laissé sans complément, le contrat social obscurcit les horribles réalités des dynamiques de pouvoir et de domination de groupe. Il est, en ce sens, un compte-rendu profondément trompeur de l'état véritable du monde moderne et de la manière dont il est advenu. Le contrat racial, en tant que théorie, j'utilise les guillemets pour indiquer quand je parle de la théorie du contrat racial par rapport au contrat racial lui-même, démontre qu'il est réel et que les violations racistes apparentes des modalités du contrat social ne font en fait que soutenir celles du contrat racial. Point important, le contrat racial est donc conçu comme un pont conceptuel entre deux domaines aujourd'hui largement séparés l'un de l'autre. D'une part, le monde des courants dominants, c'est-à-dire blancs, de l'éthique et de la philosophie politique, préoccupés par des discussions abstraites sur la justice et les droits, et d'autre part, le monde de la pensée politique autochtone, afro-américaine, et des tiers et quart-mondes, historiquement centrés sur des enjeux de conquête, d'impérialisme, de colonialisme, de colonies blanches de peuplement, de droits territoriaux, de race et de racisme, d'esclavage, de lois Jim Crow, de réparation, d'apartheid, d'authenticité culturelle, d'identité nationale, d'indigénisme, d'afrocentrisme, etc. Ces questions n'apparaissent guère dans le courant dominant de la philosophie politique, mais elles ont été centrales pour les luttes politiques de la majorité de la population mondiale. Leur absence de ce qu'on considère comme étant la philosophie sérieuse est un reflet non pas de leur manque de sérieux, mais plutôt de la couleur de la vaste majorité des philosophes universitaires occidentaux et peut-être de leur manque de sérieux. Alors cette petite plaisanterie sur le sérieux et le manque de sérieux, pour bien voir les enjeux, il faut se souvenir, Charles Mills est un philosophe analytique. Il y a de la tradition analytique en philosophie, et cette idée de philosopher sérieusement est une des pics que l'on se lance entre philosophes analytiques, philosophes continentaux. Les philosophes analytiques estiment qu'effectivement, penser sérieusement
ses pensées selon les règles de la logique. Enfin, vous connaissez le style de la philosophie analytique. Et Charles Mills, qui lui aussi est un philosophe analytique au départ, répond à cette objection qui pourrait lui être faite, qui reprend un peu, mais différemment, ce que j'ai expliqué au début à propos de la généralisation et de l'abstraction, qu'en effet, on peut se donner comme outil d'analyse un modèle qui est un modèle totalement abstrait, l'étudier de manière abstraite selon des procédures strictement analytiques, et que le sérieux de la philosophie se trouve dans cette démarche-là plutôt que dans le chatoiement des luttes politiques, etc. Et donc lui oppose à cela l'énumération d'un certain nombre de luttes pour la justice sociale et la justice raciale, mais pas seulement raciale, donc en expliquant que si la majorité du monde est engagée dans ces combats-là pour la justice, il est peut-être bien plus sérieux d'en tenir compte plutôt que de considérer que le sérieux est précisément dans la manière analytiquement fondée de traiter un modèle abstrait. Voilà un peu quel est le sens du propos de Charles. Ici, un troisième texte, le moment où il parle plus précisément du contrat social de Carol Patman. Le contrat social de Carol Patman, l'œuvre féministe provocatrice publiée en 1988, voilà, j'ai donc la date que je cherchais, est un bon exemple de cette approche. Et l'inspiration pour mon propre livre, même si mon usage en est quelque peu différent, démontrant tout le potentiel descriptif, explicatif que recèle encore le contrat. Comme vous le savez, après, ils vont écrire ensemble un livre sur le contrat racial et sexuel par la suite. Patman l'utilise de manière naturaliste comme une façon de modéliser la dynamique interne des sociétés non idéales, dominées par les hommes et qui existent véritablement aujourd'hui. C'est donc, comme indiqué, un retour à l'approche originelle anthropologique où le contrat est conçu de façon à être historiquement explicatif. Toutefois, la variante est bien sûr que son objectif est désormais subversif, dévoiler l'alliance masculine occulte et injuste sur laquelle repose réellement le contrat social, prétendument neutre sur la question du genre. En regardant les idéologies politiques et morales prédominantes dans la société occidentale comme si elles étaient basées sur un contrat sexuel non reconnu. Patman propose une histoire conjecturale qui révèle et expose la logique normative permettant de comprendre les incohérences, circonlocutions et évitements des théoriciens classiques du contrat et par conséquent ce monde de domination patriarcale que leur travail a contribué à rationaliser. Mon objectif est d'adopter un contrat non idéal comme trope rhétorique et méthode théorique afin de comprendre la logique interne de la domination raciale et comment elle structure les entités politiques en Occident et ailleurs. Le contrat social idéal a été un concept central de la théorie politique occidentale pour comprendre et évaluer le monde social. Les concepts sont déterminants pour la cognition. La recherche en sciences cognitives a démontré qu'ils nous aident à catégoriser, apprendre, mémoriser, déduire, expliquer, résoudre les problèmes, extrapoler, faire des analogies. Bref, c'est le dernier texte que j'avais sélectionné pour vous du contrat racial. Pour conclure sur ces différents textes, on le voit, tout le propos consiste à faire de la racialisation de notre condition humaine, etc., véritablement la structure même de notre modernité. Et c'est une thèse, évidemment, que vous allez certainement vouloir discuter sur la base de ce qui est dit ici. Parce qu'en effet, c'est comme si le racisme était inscrit dans l'ordre cosmique des choses, l'ordre de notre modernité. Ce qui va poser deux types de questions qui vont nous mener progressivement vers la réflexion sur l'afro-pessimisme.
s'il en est ainsi, si le monde, notre modernité est structurée ainsi, et que au fond les outils théoriques sont eux-mêmes inscrits dans le monde ainsi fait, quelle ligne de fuite va nous amener vers une libération? Dans le cas du texte de Charles Mills, c'est indiqué, la notion d'émancipation de cet ordre des choses et de lutte pour la justice raciale a un sens chez lui et un sens qu'il construit comme étant une des significations également du marxisme. Parce qu'au bout du compte, cet ordre imposé, cet ordre de la modernité, c'est aussi l'ordre du capitalisme mondialisé, et donc la lutte contre le capitalisme mondialisé est un aspect de cette lutte pour la justice raciale, etc. Donc son système, si vous voulez, offre cette notion d'émancipation et de sortie possible de cet ordre de la quasiment cosmique du racisme. Je vous dis cela parce que ça ne va pas être le cas pour l'afropessimisme. Ça va être ça la grande différence entre l'afropessimisme qui, lui, accentue cette idée d'un ordre cosmique de la racialisation de notre condition humaine et en même temps considère que toute velléité d'émancipation selon les paradigmes habituels, le marxisme, le postcolonialisme, la lutte pour l'égalité des genres, etc., toutes ces questions qui sont inscrites dans le monde ainsi structuré, ces questions sont elles-mêmes prisonnières de ce monde et qu'en définitive, il n'y a pas de sortie de possible d'échappatoire. Et donc, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le propos de Charles Mills sur cette inscription, sur la signification de ce racisme cosmique ou de ce racisme structurel tel que montré par le contrat racial, la lutte que l'on peut penser à ce propos-là invite à des formes de solidarité. Je vous ai indiqué qu'il est marxiste et donc la lutte pour la justice raciale peut aisément dans son système être inscrite dans la lutte en général contre un ordre capitaliste du monde avec la construction de solidarité, etc. Alors, c'est à propos de ces solidarités que je voulais lire maintenant la dédicace tongue-in-cheek du contrat racial qu'écrit Charles Mills. Voici ce qu'il dit. Ce livre est dédié à tous les Noirs, rouges, bruns et jaunes qui ont résisté au contrat racial, ainsi que les renégats blancs et les traîtres à la race qui l'ont refusé. Ah, c'est assez violent, renégat. Renégat et traître à la race. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure tongue-in-cheek. C'est l'humour propre de Charles Mills. Évidemment que son système est un système ouvert à toute forme de solidarité quand il cite les Noirs, les Rouges, les Bruns, les Jaunes, etc. qui ont résisté au contrat racial. Donc l'idée, au fond, il dit renégat blanc, mais ce n'est pas à prendre au sérieux. On ne trahit pas sa race pour s'aligner avec d'autres races. On trouve son compte dans l'émancipation. Autrement dit, l'idée que les alliances que l'on noue pour la libération ou pour l'émancipation, ce sont des alliances où tout le monde trouve son compte. On la verra cette question-là à propos de la discussion de l'afropessimisme, par exemple. Parce que l'auteur de l'afropessimisme, Wilderson, on en parlera, du apartheid. Il s'est enrôlé dans les rangs de l'ANC. Il déclare qu'il a combattu aux côtés de l'ANC, mais à ce moment-là, il ne combattait pas. Il n'était pas combattant. Il n'y avait plus vraiment l'aile combattante de l'ANC n'était pas là où il appartenait. L'ANC lui avait simplement demandé de bien vérifier les Américains qui arrivaient en Afrique du Sud, qui ils étaient, s'ils n'étaient pas en particulier des gens des renseignements de la CIA ou des choses comme ça. Enfin, bref, il a un peu exagéré son rôle, mais ce qui est intéressant avec Wilderson, c'est par exemple qu'il était contre la manière dont l'apartheid a fini, c'est-à-dire cette mise en avant d'une réconciliation, la démarche qui a été celle de Mandela et de Desmond Tutu, parce que
dans sa propre doctrine, vous ne pouvez pas avoir d'alliance. Si le racisme anti-blanc, anti-noir en particulier, est constitutif du monde, dans sa structure même, l'idée même de solidarité n'a plus aucun sens pour lui. Et c'est à titre de transition vers cela que j'ai voulu vous proposer un texte qui n'est plus de Charles Mills, mais de Alain Policart, tiré de La haine de l'antiracisme, qui vient lui aussi de paraître. Vous l'avez? François Héran dit à ce propos, « Il n'est pas nécessaire d'en être pour savoir ce qu'il en est. C'est pourquoi il ne faut pas céder à la pente identitariste forte qui existe aujourd'hui chez de nombreux militants, consistant à dire que ma souffrance n'est pas compréhensible par autrui et j'ai un privilège, voire je suis le seul à avoir le droit d'exprimer celle-ci. On trouve cette tendance dans les courants décoloniaux, bien qu'ils soient très divers, où de nombreux auteurs défendent une épistémologie située. Pour eux, si on ne vit pas une oppression spécifique, on ne peut ni la comprendre, ni la partager, et les causes communes, pour reprendre le titre du beau livre de Nicole Lapierre, n'existent pas. » Alors, le texte d'Alain Policart est un texte d'entretien. Donc, l'entretien, le questionneur pose la question suivante. Pourtant, avec Black Lives Matter, on a vu de très nombreux antiracistes blancs participer aux manifestations aux États-Unis. C'est vrai, mais si l'on accepte ce cas, certes important, il me semble cependant que les causes communes ont tendance à disparaître et qu'on assiste à un raidissement menant à la revendication exclusive de la souffrance dans chaque communauté. Alors, il m'a semblé que ce texte d'Alain Policart était constitué pour ici à la fois une transition vers le texte d'afropessimisme et une question aussi à se poser sur la notion de racisme et de combat anti-raciste. Étant donné ce propos partagé par le contrat racial et afropessimisme, comme nous le verrons, d'une structuration de notre modernité telle que cette structuration elle-même crée les races et exclut, ou en tout cas sous-humanise, sous-personnalise, fait des Noirs en particulier des sous-personnes, est-ce que l'idée de combattre ensemble a un sens? Est-ce que l'idée de solidarité dans la lutte pour l'émancipation a encore un sens? Est-ce qu'il faut être pessimiste sur les solidarités ou bien au contraire être optimiste? Et là, je voudrais terminer sur cette question en l'illustrant de deux manières et par les films, des choses réelles qui sont devenues des films. Premier film, celui de Spike Lee, consacré à Malcolm X, qui reprend, qui est tout à fait fidèle pour l'essentiel à l'autobiographie de Malcolm X. Vous avez vu le film? Tous? Tout le monde l'a vu, évidemment. Il y a une scène, si vous vous en souvenez, où Malcolm X est là, à New York, dans Harlem, et s'approche une jeune dame qui est venue de la Nouvelle-Angleterre pour le rencontrer et le voir, et elle l'aborde et lui demande « What can I do to help ?» En quoi puis-je aider la cause? Et Malcolm X la regarde et lui dit « Nothing, rien, vous ne pouvez rien faire. » Et il dira, plus tard, il écrit dans son autobiographie, qu'il a eu un profond regret d'avoir ainsi éconduit cette femme qui demandait à aider, parce que, disait-il, il avait entendu l'accent sudiste de cette femme et il était, en tant que lui-même connaissant le Sud, il était très bien placé pour percevoir ce que pouvaient être ces personnes qui, dans le Sud, précisément, avaient été en lutte contre les préjugés de leur propre culture, du Sud. Donc, voilà une première scène de ce film, correspondant également à l'autobiographie de Malcolm X. Autre scène, autre film.
que vous avez également probablement tous vu, Selma. Selma qui raconte la vie de MLK, Martin Luther King. Et Selma, vous le savez, c'est en deux marches. La première marche réprimée dans le sang, Martin Luther King décide de lancer un appel. Et il lance un appel à, dit-il, tous les leaders of faith, tous les chefs spirituels, comme on pourrait dire, donc les pasteurs, les prêtres, les rabbins, en particulier le rabbin Herschel avec qui il va marcher ensemble, ils vont marcher bras dessus, bras dessous, et ces gens viennent. Probablement le moment le plus émouvant dans ce film, où on voit arriver toute une masse, cette fois-ci, multicolore, alors que jusque-là on n'avait vu que des marcheurs noirs, des rabbins, des prêtres, etc. Tous des gens qui déclarent qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, que leur place était ici, que quand ils avaient vu à la télévision les scènes horribles de la marche qui avait été interdite et ensuite qui avait suivi, qui avait été réprimée dans le sang. C'est une marche où se trouvait en particulier John Lewis, le congressman américain qui est mort, qui est un des héros de ces marches pour les droits civils. Quand ils avaient vu cette police monter à cheval, charger les marcheurs et faire autant de morts et de blessés, ils ont tous dit dans le film, notre place à ce moment-là était ici. Ça veut dire qu'il ne s'agissait pas d'alliance, il ne s'agissait pas de dire « What can I do to help ?» mais il s'agissait de dire « I can't be anywhere else ». Quelque chose en moi m'impose de venir et de répondre. Donc voilà deux images de films qui posent de deux manières différentes la question de cette solidarité qui est dans le propos d'Alain Policar que je vous ai présenté après les passages qui vous expliquent, j'espère le mieux, le contrat racial.